L'image qu'on va voir maintenant, regardez l'image à Pokrovsk. Et là, on est dans le cœur des combats sur lesquels on va s'arrêter. On va entendre dans quelques instants en direct un combattant ukrainien qui témoigne de la montée en puissance des deux armées. Et j'insiste là-dessus, à la fois de l'armée russe et de l'armée ukrainienne. Et cette image parle d'elle-même. C'est cette ville de Pokrovsk, ville moyenne, qui a été le théâtre de tant de combats si violents, si acharnés depuis tant de mois. Rappelez-vous, ça fait 15 mois, plus de 15 mois qu'on dit Pokrovsk va tomber, est tombé, n'est pas tombé, etc. etc. Général Richoux, vous nous avez rejoint. Un premier commentaire simplement sur cette image aérienne de cette ville, avec tant de gens, des dizaines de milliers de gens qui vivaient là, oui, et qui est entièrement dévastée. Dévastée, 60 000 habitants avant la guerre, moins de 10 000 maintenant, une ville dévastée comme l'a été Mariupol, comme ont été les grandes villes martyrs que l'on a connues pendant cette guerre par les Russes. Et c'est une ville, comme vous le dites, qui tient, parce que les Russes nous expliquent qu'elle est en train de tomber, qu'elle est encerclée. Elle n'est pas encerclée, la logistique arrive, la situation est difficile, il ne faut pas dire le contraire, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Les Russes sont à l'offensive et à la manœuvre, mais c'est une ville qui tient, et personne ne peut dire aujourd'hui si Pokrovsk va tomber dans les heures ou les jours qui viennent. On n'en sait rien, il y a des contre-attaques qui sont menées, la situation est confuse, je dirais c'est narratif contre narratif. Pour le moment, il est vraiment trop tôt pour tirer des conséquences définitives. Il y a des tas d'exemples dans l'histoire, dont Stalingrad, bien entendu, qu'on réévoque à chaque fois. 100 mètres de la Volga en décembre 1941, ils n'ont jamais pris la ville. Donc je crois qu'il faut rester vraiment très calme sur le cas de Pokrovsk. Benoît Billon, vous nous avez rejoint aussi. Vous êtes historien militaire. Hein. J'étais frappé de voir tout à l'heure dans l'émission, il y avait des militaires très gradés comme vous, Général Paloméros, qui disaient... Il y a un vertige à regarder ça, parce qu'on est à quelques heures d'avion de Paris, et si les armées européennes devaient mener ce type de guerre-là, c'est très très compliqué. Oui, c'est très compliqué parce que le combat urbain a un effet de consommation des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, une armée qui va être très déployée en race campagne, si je puis dire, va être obligée de se concentrer pour prendre une ville. Donc ça suppose des effectifs conséquents, effectifs que nous n'avons pas. En Europe, l'armée française aujourd'hui, c'est l'armée de terre, c'est quelque chose comme 80 000 hommes déployables au maximum, pas en même temps, au maximum, si on déploie tout le monde, qu'on n'a pas de réserve, c'est 80 000 hommes. 80 000 hommes pour prendre une ville comme Pokrovsk, défendue comme la défendent les Ukrainiens, c'est à peine suffisant. Et donc c'est vrai que ça peut faire réfléchir, ça doit faire réfléchir. Expliquez-nous ce vertige, parce que je me rappelle la guerre de Yougoslavie, elle était très impressionnante, mais il faut dire ce qui est, c'est affreusement égoïste, mais on se disait c'est quand même loin, c'est pas les armées européennes qui vont se battre. Là, on regarde ça en se disant... Peut-être que dans 4 ans, 5 ans, ce sont des troupes européennes qui devront pouvoir affronter ce genre de situation. C'est une guerre civile. Quand même, la guerre yougoslave. Là, c'est vraiment une guerre entre deux États souverains qui sont au Conseil de sécurité avec des armées régulières. La guerre de l'Ukraine n'est pas au Conseil de sécurité. Dont là est au Conseil de sécurité. Pardon ? L'Ukraine n'est pas au Conseil de sécurité. Non, pas aux Nations Unies, excusez-moi. Aux Nations Unies, qui sont membres des Nations Unies. Il y a un effet d'échelle, simplement. Qui ont des appareils militaires semblables mais dissymétriques, c'est-à-dire avec un avantage pour les Russes. Et donc, c'est difficile quand même de comparer sur le plan géopolitique avec l'exemple yougoslave des années 90. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il y a un effet d'échelle. Les belligérants de la guerre civile yougoslave, que ce soit les Serbes, les Croates, étaient des petits... Enfin, civils, ils sont séparés à la fin, disons. Ils sont séparés à la fin, mais ça a commencé comme, des vrais États, comme une guerre, alors on peut dire guerre d'indépendance, si on est croate, guerre civile, si on est serbe, peu importe, mais on était face à des petits belligérants avec des petits effectifs et des petits moyens. Là, on est face à la première puissance nucléaire de la planète en nombre de têtes, avec une armée qui est considérablement plus grosse que n'importe laquelle des armées européennes prises individuellement, et qui n'a en fait d'équivalent en termes d'effectifs que l'armée américaine au sein de l'OTAN. Donc on n'est pas sur le même effet d'échelle, et donc forcément la menace n'est pas la même. Le type de conflit auquel on est confronté n'a pas du tout non plus la même intensité que ce qu'était la guerre yougoslave. Depuis 1945, en Europe, on n'avait jamais connu une guerre avec ce niveau de violence. Donc en fait, le seul comparatif pertinent dans l'histoire européenne, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui donne une idée de l'ampleur du conflit auquel on est confronté. Regardez les bombardements. On reste dans cette région de Pokrovsk, c'est un village qui est voisin. La vidéo a été diffusée ici par le ministère russe de la Défense. Il montre un village ukrainien de Rodinsky, à 16 km de la ville de Pokrovsk, qui est pris pour cible
par les bombardements russes. Alors voilà, cette ville aussi, on voit qu'il n'y a pas que Pokrovsk au sens strict, il y a la région de Pokrovsk. Claire Cambier, vous qui avez voyagé partout en Ukraine, un mot sur ces images? Oui, c'est impressionnant. Et ce qui est inquiétant, c'est que Rodinsky, ça se trouve à 16 km, mais au nord de Pokrovsk. Donc, pour l'instant, les militaires ukrainiens, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont réussi à sauver, disons, la route d'acheminement jusqu'à Pokrovsk. Donc, pour l'instant, Pokrovsk et Mirnograd peuvent toujours être alimentés en armement pour sortir également les blessés, etc. Mais on sent quand même que la difficulté, elle s'accroît. On n'est pas encore en encerclement, mais disons que les Russes avancent. Les Ukrainiens ont d'ailleurs reconnu qu'il y avait des postes d'observation qui avaient été construits par les Russes dans la ville, qu'il y avait aussi des soldats qui avaient pris position, des pilotes de drones. Donc je reconnais que ça peut être très lent, mais là les combats ont vraiment lieu dans la ville et les taux se resserrent. Celui qui avait mis les pieds dans le plat, c'était vous, Général Richoux, sur ce plateau il y a quelques jours, en disant, en l'état, une guerre comme ça, là, ce que nous voyons sous les yeux, l'armée européenne, les armées européennes, l'armée française notamment, en termes conventionnels, ne serait pas en mesure de les affronter en termes d'intensité. Actuellement. En termes d'intensité, il faut de la masse. Quand vous avez une armée, la force d'action terrestre, c'est 77 000 hommes. C'est-à-dire que vous avez 77 000 fantassins dans l'armée française. Est-ce que vous imaginez? C'est bien plus qu'a été consommé au début de la guerre. Simplement en 2022, l'équivalent de l'armée française a été consommé chez les Russes en 2022. Point. Voilà. Donc on n'a pas. Et puis il y a du personnel de service dans ces 77 000, il faut le dire. On n'a pas la masse, on n'a pas les munitions. Alors, on a une armée qui est aguerrie, qui est entraînée, qui, sur le plan technologique, est à la pointe de tout, à peu près. Simplement, on reste à l'échelon échantillonnaire, qui est l'échantillon, si vous voulez, la taille qu'on a choisie pour les conflits outre-mer. Mais c'est un choc, vous comprenez que ce soit un choc. C'est-à-dire, la France est quand même une des 5 puissance permanente du Conseil de sécurité, c'est une grande puissance à l'histoire illustre en Europe. Il y a eu Richelieu, il y a eu Napoléon, il y a eu la guerre 70, celle de 14, et dire la France ne serait pas en mesure d'affronter une guerre qui est là, écoutez, qui est menée par un pays comme l'Ukraine, c'est un choc. L'armée allemande est plus petite que l'armée française aujourd'hui. Elle doit faire, il leur manque 25 000 hommes, c'est-à-dire l'équivalent d'une division, elle doit être à 185 000 hommes. C'est-à-dire qu'ils sont une nation de 83 millions d'habitants, et ils ont 185 000 hommes. Ça, c'est le format des armées de l'après 1991. Tout le monde a dégrafé les budgets. Pas tout le monde, les Américains non. Mais oui, en Europe. Même les Américains. Mais enfin, ils ne sont pas sur Mars, les Américains. Les Américains, ils avaient 100 000 hommes en Allemagne et puis ils en ont plus que 300 000. Est-ce que vous comprenez ce choc, Renaud Girard? C'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, une partie seront quand même choqués. On s'imaginait qu'on était quand même dans un ordre de grandeur où, d'ailleurs, l'Ukraine, en termes de superficie, c'est à peu près la France. Oui, et puis on considérait qu'on était au niveau, on était au top niveau, les Américains, les Français, les Anglais. On avait été en Bosnie, on avait été en Afghanistan, etc. Qu'on était au top niveau. Là, on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout au top niveau de la guerre conventionnelle. On a la dissuasion nucléaire, mais c'est autre chose, de la guerre conventionnelle, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout faire la guerre avec les drones, et que les Ukrainiens et les Russes, en miroir d'ailleurs, en se copiant, etc., inventent des nouvelles tactiques.